avez dit lors de votre présentation que vous voyez le dollar canadien dans quelques trimestres entre 80 et 86 sous, soit plus de 15 et plus de croissance. Et vous avez sous-entendre qu'il y aura des déplacements vers hors du dollar américain dans l'année qui vient. Qu'est-ce que vous voyez comme position pour nos placements durant l'année qui s'en vient, les années qui s'en viennent, pour redéplacer peut-être une partie de nos placements mondiaux vers des placements canadiens? Est-ce que vous entrevoyez ça de cette manière-là ou autrement? Merci de votre question. Excellente question. En fait, lorsqu'on fait des placements, tout genre de placements, la considération de la devise, c'est une des considérations. Il faut naturellement être entiché du titre qu'on achète, mais lorsqu'on l'achète dans une devise autre que la nôtre, il faut également se questionner sur le dollar américain. Comme je le mentionnais dans ma présentation, puis dans les portefeuilles qu'on gère depuis quelques années, on avait un pourcentage relativement élevé de notre exposition en devises en dollars américains, soit par nos titres à revenus ou par nos actions. Or, ce qu'on a fait graduellement en fin d'année passée, on a complètement vendu nos titres à revenus qui étaient libellés en dollars américains. On a peut-être vendu un peu vite, mais il n'y a pas une tonne de monde qui convertissait un tiers de ces titres à 93 sous non plus. Donc, on a quand même fait un gain de change appréciable. Alors là, on n'a plus d'exposition dollars américains pour nos titres à revenus. On a encore une exposition dans nos actions, parce qu'on détient un certain pourcentage de notre bloc action en titres américains, mais le pourcentage qui est en titres américains est le plus bas qui n'a pas été depuis 1 an ou 2 ans. On a réduit notre allocation dans le marché américain à partir du milieu de l'an passé à la faveur d'une plus grande exposition en Europe et en Asie. Donc, et possiblement que le dollar canadien va se réenchérir avec le temps, parce que là, on est sous-pondéré en actions canadiennes. On est au plus bas niveau qu'on n'a pas été depuis 18 ans. Alors, probablement que progressivement, le poids des actions canadiennes va augmenter, mais ce n'est pas ça qui est notre priorité pour l'instant. C'est gérer justement l'élément risque sur la devise. Alors, on pense qu'on va avoir raison sur la devise, là, que le dollar américain va être sous pression, mais on n'est pas à zéro dans les portefeuilles, parce que ça se peut qu'on se trompe aussi, parce que nous, on lit plein de recherches, là, puis pas toutes des nonos. Là. Il y a du monde smart dans la gang qui pense que le dollar américain va monter encore de 15-20 %. Donc, on veut se garder une certaine exposition au marché américain, mais comme on est payé pour coller des shots, mais on en met un peu plus sur ce qu'on pense qui va arriver que sur l'inverse, mais ce n'est pas tout un ou tout l'autre. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Ça veut dire, Marc, est-ce que ça veut dire que le marché canadien, donc tout ce qui est, nous, on est souvent pour les matières premières, pétrole et tout, à court terme, probablement que ça va demeurer bas et que tu vas attendre, je ne sais pas quel indice, là, dans ce sens-là. Puis la deuxième affaire, ça veut dire que le marché américain, il est aussi en croissance quand même, il demeure intéressant. C'est 2 sous-questions, si on veut, là. Pas sûr que je comprends la deuxième, mais la première question, effectivement, le marché canadien, ça a été un des marchés les moins performants au monde depuis 2 ans ou 3 ans. La raison principale de ça, c'est le secteur des ressources. Chaque pays, ou presque chaque pays, a un pourcentage de son économie et par conséquent de son marché boursier dans les ressources. Il y a des ressources aux États-Unis aussi, sauf que ce n'est pas beaucoup de pays que ça représente 30-40 % de leur indice. Au Canada, le poids des types de ressources, que ce soit des ressources pétrolières, l'or, les métaux précieux, les métaux de base, le cuivre, le zinc. Alors, c'est un poids important dans l'indice canadien et c'est l'élément qui a fait que l'écart entre la bourse américaine, si on le regarde en devise locale, si on enlève les titres de ressources, la bourse canadienne n'a pas fait moins bien que la bourse américaine. C'est parce que nous, nos titres de ressources, c'est 40 % aux États-Unis, c'est 5-10 %. Alors, c'est ça qui fait la différence entre les indices. Alors, ces titres-là ont baissé de façon très importante, parce que le contexte économique mondial a ralenti, les prix des ressources ont baissé substantiellement. Puis le prix des ressources n'a pas baissé tant que ça parce que la demande a diminué un petit peu, mais pas dans le pétrole. La demande de pétrole est plus élevée qu'elle n'a jamais été. C'est l'offre qui est le problème. Comme nos banques, les banques ont beaucoup baissé. Est-ce que ça pourrait être intéressant encore? Oui, nos banques ont baissé. Les banques canadiennes ont baissé de quasiment 10 % depuis le début de l'année. Ils avaient baissé d'un 7-8 % l'an passé, fait qu'on parle de 15-20 %. Les profits des banques n'ont pas baissé de 15-20 %, ils ont augmenté. Ils n'ont pas augmenté autant que les autres années parce que la demande de crédit sur laquelle ils font d'argent ralentit. Là. Le consommateur canadien, c'est un des plus endettés au monde. Fait que c'est sûr que si on regarde les 5 prochaines années, là, le volume d'augmentation de prêts, il y a plus de chances que le monde emprunte plus d'argent aux États-Unis qu'au Canada, là, parce que le manège a été fait aux États-Unis alors qu'il n'a pas vraiment été fait ici.
Mais tout le secteur, même le secteur bancaire américain, les titres de banque aux États-Unis sont à la baisse de quasiment 20 depuis le début de l'année. Ce n'est pas juste une situation canadienne. Puis ce qui inquiète le marché par rapport aux banques, c'est, dans le fond, leurs prêts à des compagnies qui sont en difficulté, entre autres les titres de ressources. Les gens disent que ces compagnies-là, si le prix des ressources baisse au niveau actuel et si le prix du pétrole reste à 40 ou 30 pendant 5 ans, combien de compagnies qui vont lever les pattes, puis quel problème ça crée au niveau financier, autant des émetteurs d'obligations corporatives que les banques qui ont prêté à ces compagnies-là. Fait que ça, c'est une inquiétude. C'est pas nouveau, là, le prix du pétrole, il avait déjà baissé il y a 2 mois, là, ou 3 mois, là, mais c'est le focus du marché qui, en ce moment, est là-dessus, alors qu'il l'était moins à ce moment-là. Puis probablement que ça va faire partie des mœurs, puis dans 2 mois, le focus va être rendu sur d'autres choses. Je pense que l'économie américaine va s'en tirer relativement bien, va aller mieux que ce que le marché a l'air à dire ces temps-ci, là, depuis 1 mois ou 2, sur la progression de l'économie américaine. L'économie américaine a eu à vivre avec un vent de face majeur. Il y a un pourcentage important de sa croissance économique aux États-Unis depuis 5-6 ans qui vient du secteur de l'énergie, là, les nouvelles technologies, le fracking. Alors ça a créé beaucoup d'activités aux États-Unis. Là, ils ont mangé une claque depuis 6 mois. Fait que ça, c'est affecté. Puis aussi, 50 des profits des compagnies américaines, là, si vous regardez Standard & Poor's 500, 50 des profits sont vers l'étranger. Alors, 30 de gain ou 25-30 de gain du dollar américain sur l'ensemble des devises du monde, pas juste sur le dollar canadien, ça, c'est un vent de face. Parce que quand vous vendez une compagnie américaine qui vend en Europe, quand elle répéterie des euros, puis elle met ça dans ses états financiers, bien, ça fait moins de dollars américains quand votre dollar a augmenté de 25 Fait que ça, c'est un vent de face. Sauf que ça a créé ralentissement dans les bénéfices des compagnies, autant du secteur pétrolier que la devise. Mais si le prix du pétrole reste au même niveau qu'il est là, puis la devise reste au même niveau, à un moment donné, ça devient quelque chose du passé. Fait que si on regarde forward, tu n'as plus le vent de face. Tu n'as peut-être plus un vent de dos, mais au moins, tu n'as pas un vent de face. Fait que ça, je pense que graduellement, au cours des prochains trimestres, les gens vont réaliser que la situation de bénéfice des entreprises aux États-Unis n'est pas aussi mauvaise que tu en as l'impression quand tu regardes le marché boursier. Mais c'est le cas, je pense, dans l'ensemble du monde. Les marchés boursiers ont baissé substantiellement depuis le début de l'année. On parle de 10 c'est à peu près le même taux à peu près partout. Là. La bourse canadienne, cette année, c'est la meilleure bourse au monde, ou à peu près. On a juste 3 de baisse. Fait que ça, c'est signe que nos titres de ressources là, ont atteint un plancher. Mais on va regarder des titres, nos titres favoris, qui est Tech Resources. C'est une joke. Qui est à hausse de 10-12 depuis le début de l'année. Donc, je pense que le vent va changer, puis la perception des gens va changer. Et comme des gens qui ont beaucoup de métiers disent que la meilleure façon de régler un problème de prix bas, c'est d'avoir un prix bas. Alors, le prix bas, ça fait en sorte que les gens produisent moins et créent un équilibre entre l'offre et la demande. Et ça, je pense que ça va se vivre dans le pétrole, puis ça va se vivre dans d'autres secteurs. Marc, relativement au pétrole, et en regardant juste les lois de l'offre et de la demande, tu as dit tout à l'heure, je pense que le prix du pétrole a descendu parce qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Alors, est-ce que c'est qu'il y a moins de demandes? Je pense que tu as dit que la demande était relativement stable. C'est donc qu'il y a plus d'offres. Oui. Alors, qui inonde le marché de pétrole? Et pour quelle raison? C'est une excellente question. En fait, vous aviez au début des années 70, qui est à peu près le commencement de l'influence des pays arabes qui ont créé l'OPEP pour contrôler les prix, pour gérer de façon stable les prix. Et pourquoi l'OPEP a été créé, puis pourquoi dans les années 70, le prix du pétrole a augmenté de façon importante, puis ça a créé l'inflation des années 70, puis les taux d'intérêt qui ont monté. C'est parce que le Nixon, en 71 ou 72, a décidé que le dollar américain, qui était peggé au prix de l'or à 35 $, vous avez toujours 35 $, il dit, là, on n'est plus capable, on a besoin de plus d'argent que la quantité d'or qu'on a, fait que là, il n'y a plus de correspondance entre le prix de l'or. Alors, ce que ça a fait, c'est que le dollar américain a commencé à perdre graduellement de la valeur. Fait que là, les Arabes qui vendaient du pétrole en dollars américains, bien, ils recevaient un dollar qui valait de moins en moins cher pour le même baril de pétrole. Fait qu'ils ont dit, on ne peut pas faire ça. Fait qu'ils ont fait un meeting, ils ont dit, bon, on se met ensemble, puis là, on se parle, puis on va tout charger le même prix, puis on va gérer notre production pour avoir un prix stable. Alors, ils ont augmenté le prix du pétrole pour compenser la baisse de valeur du dollar américain. Fait que ça a commencé là. Et ça a été maintenu, cette discipline de production, relativement bien jusqu'à il y a quelques années, où là, il y a 2 phénomènes qui sont arrivés, que ça a pu tenir. Un,
les ressources de pétrole dans les pays traditionnels, ils en sortent du sol plus qu'ils en trouvent. Donc, leurs réserves sont limitées dans le temps. Puis là, les pays, tous collectivement, un, à cause de ça, deux, le printemps arabe, où là, il commence à avoir des manifestations dans le peuple. Ils ont dit, on va diversifier nos économies, on va adopter des programmes sociaux, l'assurance chômage, on va faire des choses autres que juste le pétrole pour penser dans 25-30 ans, quand on n'aura plus de pétrole, on va avoir d'autres choses. Donc, ils sont lancés dans des programmes extrêmement coûteux, l'ensemble de ces pays-là, la Russie, les pays producteurs traditionnels de pétrole. Fait que ça, c'est un. Deux, les avancements technologiques ont fait que des producteurs qui produisaient peu ont commencé à produire beaucoup. Genre les États-Unis, avec les avancements technologiques, ça coûtait moins cher de trouver des puits de pétrole. Ils pouvaient aller les chercher de façon différente que ce qu'ils faisaient avant avec les nouvelles technologies. Donc, ça leur a permis d'augmenter leur capacité de pétrole. Fait que tout ça est arrivé au moment où l'économie mondiale, suite à 2008, a commencé à ralentir. Et même si la demande de pétrole augmentait, elle augmentait un petit peu moins vite, au même moment où tu as un paquet de monde qui avait besoin de produire beaucoup de pétrole parce qu'il y avait des programmes sociaux à faire et il y avait les Américains qui ont commencé à produire beaucoup plus de pétrole, donc en importer moins. Fait que la combinaison des deux est arrivée en même temps. Quand le prix a commencé à baisser, bien là, je ne sais pas moi, quelques pays se sont dit, bon, bien là, on va couper notre production de pétrole puis on va garder le prix à un certain niveau. Mais la Russie, elle ne la voulait pas parce qu'il y avait des paiements à faire, parce qu'elle s'était engagée à dépenser de l'argent dans toutes sortes de programmes. Et c'est le cas pour l'ensemble. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que si, au lieu de vendre leur baril à 100$, ils vendaient à 50$, ils vendaient 2 barils. Alors qu'il y a encore 100$ qui rentraient, sauf que là, tu inondais le marché. Fait que la combinaison de ces éléments-là, d'une demande qui stagne un peu plus et d'une offre qui n'est pas gérée comme elle l'avait été les 30-40 ans avant, ça a créé un déséquilibre. Ce n'est pas un déséquilibre de 50 entre l'offre et la demande. Tu peux faire un déséquilibre de 5 puis ça peut faire baisser le prix du pétrole de 50 Alors, c'est à ce point sensible. C'est ce qu'on vit. Mais là, le prix est rendu bas. Fait que là, aux États-Unis, ils se calment un peu, ils en produisent moins. Aux États-Unis, depuis même pas un an, là, je dirais 9 mois, il se produit moins qu'un million de barils de pétrole par jour de moins qui sortent du sol que ce qu'il faisait. Donc, il y a une discipline qui est en train de se créer, puis ça va laisser à la demande de récupérer ce slack-là. En plus, vous avez l'Iran qui est rentré dans le portrait, vous avez l'Irak qui produit plus qu'il produisait il y a 15 ans. Fait que c'est un élément, un concours de circonstances qui arrive à un moment où la demande n'est pas capable de prendre tout ce overflow Et moi, je pense que c'est en train de se gérer. L'offre est en train de se gérer, la demande va continuer et je pense qu'il y a un potentiel de hausse significatif. Je ne pense pas qu'on va retourner à 100$, parce que je pense que la discipline, elle ne tiendra pas tant que ça. Quand le prix du pétrole va monter 10-20$, là, les gens vont recommencer à produire puis ça va revenir. Là. Mais je ne pense pas que le prix de 30$ non plus est soutenable à long terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne baissera pas à 25$, là, mais je pense pas, parce que ça, il n'y a pas grands producteurs qui font de la part des Arabes là, qui sortent le pétrole à 5$ le baril, là, mais la plupart des joueurs du monde, leur coût de production, c'est 30, 40, 50$. Fait que le prix du pétrole ne peut pas rester éternellement bas, plus bas que le prix de sortir du sol, dans le fond. Ça fait quelques mois, peut-être la couple d'années, vous avez décidé d'acheter des actions de Bombardier, parce que vous avez dit que c'était un bon deal. Présentement, c'est à 75 sous. Oui. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce qui arrive avec cette compagnie-là? Merci. Si vous le savez, j'aimerais ça le savoir. Une affaire que je sais, c'est que ça ne me tente pas d'en vendre à 75 sous. Fait que je suis prêt à vivre avec le voir dans ma face à tous les jours sur mon écran, puis me rappeler exactement ce que vous me dites. Mais ça serait bien plus facile de peser sur le bouton pour m'en débarrasser, puis je n'aurais pas ce genre de questions-là. Mais non, nous, on a acheté le type de Bombardier, on l'a acheté. Ça faisait 30 ans que je n'en avais pas dans mes portefeuilles. Il venait de baisser de 75 quand on en a acheté, parce que c'est un titre qui arrive quand même de 10-11$. Puis il a baissé quasiment non-stop jusqu'à 3,5$. Puis à 3,5$, on figurait qu'il y a un paquet de mauvaises nouvelles qui étaient déjà dans le prix du titre. Puis si je regardais le graphique du titre sur 25-30 ans, à chaque fois qu'il avait frappé 3$, 3,5$, il remontait de 50% un peu de temps après. Fait qu'on avait fait nos devoirs, là, mais de toute évidence, pas assez. Mais le marché non plus. Là. Les mauvaises nouvelles se sont accumulées. Puis le focus est vraiment lié sur la C-Series. Là. Ça a coûté pas mal plus cher que ce qu'ils pensaient, puis ils en vendent moins vite que ce qu'ils pensaient en vendre.
Et ils pensaient que les Boeing de ce monde, les Airbus, ne réagiraient pas tant que ça, mais finalement, ils sont arrivés avec des modèles concurrentiels. Fait que ça, c'est une situation qui est dramatique. Mais à 75 sous le prix de Bombardier, même si vous accordez une valeur à 0 à la C-Series, puis ils font un write-up du 1 milliard ou 1,5 milliard que ça a coûté, le reste de la compagnie, ça vaut 2 piastres et demi à 3 piastres. Là. Fait que je ne me débarrasserai pas de ce titre-là sur les 15 cents. S'ils vendaient le business de rail puis d'avion, qui n'est pas le C-Series, la valeur au marché est significativement plus élevée. C'est pour ça que je l'endure. Alors, la question, c'est de se dire, pourquoi il est à 75 cents? C'est parce qu'il annonce des nouvelles négatives, puis la presse n'est pas très bonne, puis les gens sont découragés sur ce titre-là. C'est pas un titre qu'on rachète, mais c'est un titre qu'on endure parce qu'on pense que si de le vendre à ce prix-là, c'est exagéré. On peut lire dans les journaux des prévisions de rendement, 2,5, 3. Je pense que bien des gens s'inquiètent de leur portefeuille. Est-ce que toi, tu vois que le rendement 2016 sera positif dans nos portefeuilles? Moi, je pense que oui. En fait, je pense que cette année, ça va être l'inverse de l'an passé. L'an passé, le rendement de l'année, vous l'avez fait en janvier-février, puis ça a baissé le reste de l'année, ça a remonté en fin d'année. Fait que le dernier du mois de l'année, c'est rien qui s'est passé. Puis le rendement total sur l'année a été pas si pire, mais pas si élevé que ça si on compare les années. Alors, je pense que cette année, ça va être l'inverse. L'année part difficilement, mais je pense qu'elle va bien finir. Puis mon estimé, c'est que les gens vont découvrir que l'économie mondiale ne va pas aussi pire que ce que ça dit, puis que le focus va changer et l'opinion du marché. Les prix étaient déjà pas chers. Fait que c'est pas un problème de pricing. C'est pas que le marché est dispendieux. Parce que des fois, le marché peut baisser parce qu'il est dispendieux. C'est pas ça qui a changé. C'est la perception du contexte économique qui a changé. Puis je pense pas qu'elle a changé tant que ça depuis 2 mois pour justifier les prix actuels. Fait que là, le marché est encore moins cher qu'il était. Il est 10 15 moins cher dans un paquet de titres. Alors, je pense encore qu'on va avoir un rendement intéressant. Quelqu'un m'a même rappelé que je pense même qu'on va avoir un meilleur rendement en 2016 que 2015. Fait que ça, c'est un bon call parce qu'on part déjà comme moins 5. Mais il faut se rendre à 5. Fait qu'il faut que ça fasse 10 dans le reste de l'année. Mais je suis assez confiant qu'on va avoir. Mais c'est ça, c'est une année. Là. Ça fait qu'on s'attend, quand on a un portefeuille diversifié, on s'attend quand on a des années de 10-12 de temps en temps, on va avoir une coupe de moins bonne. On ne fait pas des planifications financières basées sur 8 ou 10 Ça fait plusieurs années qu'on utilise des taux de 4-5 qu'on sait qu'ils sont plus chicken qu'agressifs, mais on a mieux être plus prudent. Puis on est bien en avant là-dessus, là, sur les 3, même en incluant le début de cette année, on est substantiellement plus haut les 3-4 dernières années que le 5 qu'on utilise. C'est sûr que là, on est en train de gruger du vieux gagné, là, mais je ne pense pas que ça va durer longtemps. Peut-être une dernière question, parce que le temps nous presse. Merci, Marc. Jacques Bérard. Prix du pétrole à la baisse, surplus d'offres, croissance anémique dans les pays qui l'utilisent. Quelle perspective pour les énergies nouvelles suite aux accords de Paris, et ainsi de suite? Est-ce que tu vois un potentiel de croissance dans ce type d'industrie-là? Oui, sans aucun doute. Il est clair que ces énergies-là vont prendre du développement significatif dans les prochains 20 ou 30 ans. Fait qu'il y a des cycles là-dedans. Les cycles d'investissement puis d'engouement pour ces énergies-là sont drivés par la pensée politique, mais sont drivés aussi par des considérations économiques. Alors, c'est sûr que quand le prix du pétrole est à 100 ou 120 bien, ça coûte moins cher. Les incitatifs pour investir dans des énergies renouvelables sont plus grands. Quand le prix du pétrole est à 30 bien, il y a moins d'argent qui va dans ces énergies-là parce que le pétrole ne coûte pas cher. Fait que ça, c'est le ebb and flow des énergies nouvelles, mais je pense qu'il y a définitivement de l'avenir dans ce secteur-là. Puis, à un moment donné, il n'y en aura plus de pétrole. Mais je dirais que ce qu'on voit depuis un an, ça a ralenti le temps que ça était pour arriver parce que les gens ont accès à de la vieille technologie à des prix pas chers ces temps-ci. Merci infiniment de votre présence, très appréciée. Et on se donne rendez-vous l'an prochain.